Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rouge et Blanc consacré aujourd'hui à la fondation de l'Université Savoie-Mont-Blanc et à la chaire clé dédiée à l'économie environnementale. J'ai le plaisir d'accueillir Sandra Pahin-Moureau, coordinatrice des différentes chaires de la fondation. Bonjour Sandra. Bonjour Thierry. Et Aude Pommeret, responsable scientifique de la chaire clé, une chaire dédiée à l'économie environnementale portée par la fondation et le Grand Annecy. Bonjour Aude. Bonjour Thierry. Alors on va commencer cet épisode peut-être tout d'abord Sandra par une présentation. Quel a été votre parcours ? Je suis la coordinatrice des chaires partenariales qui sont des programmes de recherche multipartenaires et pluridisciplinaires. Et je suis également chef de projet opérationnel sur 2 d'entre eux, dont la chaire clé sur l'économie environnementale. On va en parler aujourd'hui avec Aude. En tant que chef de projet, je suis garante de l'atteinte des objectifs du projet dans le budget et les délais impartis, aux côtés du directeur scientifique. Et pour faire tout ça, je viens en fait du secteur privé et j'ai été formée à la gestion de projet selon un référentiel international dans une école d'ingénieurs à Lyon. Et j'ai également un passif en commerce international et en langue étrangère. Quelles sont les différentes chaires en fait, que propose la Fondation, que suit la Fondation ? Il y en a 7 aujourd'hui. On a donc la chaire clé sur l'économie environnementale, la chaire cité sur l'efficience énergétique, la chaire Yopen sur l'innovation ouverte et le management 4.0. Nous avons la chaire MIR sur montagne, infrastructure, risque et environnement, la chaire BEST sur la santé mentale, la chaire tourisme durable et la petite dernière, la chaire Valcom sur les communs fonciers. On voit que les sujets sont très diversifiés en fait. Oui. Alors on est ici à la Fondation Savoie-Mont-Blanc à Annecy. Parlez-nous et présentez-nous peut-être cette fondation. Oui, bien sûr. Alors, la fondation de l'Université Savoie-Mont-Blanc, c'est une instance privée qui rassemble l'université et ses 18 laboratoires de recherche, des entreprises et des collectivités des Deux-Savoies, ainsi que le club des entreprises de l'université. C'est un acteur du territoire pour le développement de l'innovation par la recherche universitaire, ce qui fait notre singularité. Et l'objectif à la Fondation de l'Université Savoie-Mont-Blanc, c'est de soutenir sur le territoire l'innovation en matière environnementale, sociétale et organisationnelle, d'où les différents sujets que j'ai évoqués sur les chaires, par exemple. Et la Fondation est le véritable outil de cette alliance, et pour ça, elle initie et elle anime la collaboration entre ces 3 milieux pour décider des thèmes de recherche conjointement. Et puis aussi, comme nous sommes une fondation, évidemment, on réalise des levées de fonds pour financer les projets. Et donc là, la partie de mon métier, on assure également la structuration et le pilotage des projets. Elle fait le lien en quelque sorte entre les scientifiques, les chercheurs et les entreprises. Oui, exactement. Alors, combien de projets de R&D justement ont été développés par la Fondation ? Depuis la création en 2016 de la Fondation, c'est 50 projets de R&D qui ont été soutenus pour environ 2,3 millions d'euros. Il y a également la création de 3 startups, 2 plateformes technologiques ouvertes, et puis les 7 chaires partenariales pour environ 2 millions d'euros dont j'ai parlé tout à l'heure. Et l'intégralité de ces projets qui sont portés par la Fondation sont menés au sein des Deux-Savoies au bénéfice du territoire. Et également, si je dois dire un autre mot sur la Fondation, c'est que nous sommes une équipe de 5 personnes, une équipe opérationnelle de 5 personnes. Très bien. Et quels sont les fondateurs, je dirais les créateurs de cette fondation ? Quelle a été la genèse en fait ? Alors la fondation existe aujourd'hui grâce à 18 membres fondateurs. Au départ, ils étaient un peu moins nombreux, mais un cycle de 5 ans est déjà passé. Et sur le nouveau cycle, des membres fondateurs des entreprises et des collectivités se sont rajoutés à l'équipe. Aujourd'hui, donc, on est au nombre de 18 membres fondateurs et puis 46 mécènes, évidemment. Et nos membres fondateurs, dans nos membres fondateurs, on retrouve l'Université Savoie-Mont-Blanc, son club des entreprises, et puis des entreprises comme Somfy, Soprasteria, Pfeiffer Vacuum, le Crédit Agricole des Savoies, Alfi, NTN Europe, Autoroute et Tunnel du Mont Blanc, Salomon, Beau Industrie de RBI, Bontaz ou encore Patriarche. Et également, nous avons des collectivités à nos côtés, que sont Grand Annecy, le pôle métropolitain du Genevois français, les départements de Savoie et le département de Haute-Savoie. Alors on voit que ce sont des poids lourds de l'industrie ici en Savoie-Mont-Blanc, les entreprises que vous nous avez citées. Quels sont leur intérêt en fait de participer, d'être dans cette fondation ? L'intérêt pour eux, c'est de pouvoir faire partie intégrante d'une dynamique d'innovation sur le territoire par la recherche
académique qui est à la fois appliquée et fondamentale. Et les membres fondateurs font partie intégrante de la gouvernance de la fondation. Donc ils prennent les décisions stratégiques pour soutenir l'innovation sur notre territoire. Ils ont des retombées directes de cet investissement, on va dire, pour leur entreprise? Alors, ce sont des mécènes. Donc le mécénat, c'est un mécénat sans contrepartie, c'est un don sans contrepartie. Bien sûr, les avantages qu'ils peuvent avoir, c'est d'avoir accès à toute cette innovation en avance de phase à la première heure, et puis de pouvoir être réellement partie prenante des grandes décisions sur le territoire. D'avoir l'information en primeur aussi, en quelque sorte, de faire la veille et d'anticiper peut-être la recherche. Parlez-nous justement des chercheurs, des scientifiques qui animent cette fondation. Alors on a les chercheurs de l'université issus des 18 laboratoires de recherche, 18 laboratoires de recherche, donc beaucoup de thématiques différentes abordées. On a les enseignants-chercheurs, mais aussi on a des doctorants qui travaillent avec nous, des post-doctorants, des ingénieurs d'études. Donc c'est tout un collectif de scientifiques en devenir et de scientifiques confirmés qui travaillent ensemble et avec nous. Également, on fait appel à des partenaires académiques extérieurs. Par exemple, pour la chaire MIR sur les risques naturels gravitaires, on travaille avec INRAE à Aix-en-Provence. Et puis, dans le cas de la chaire clé, pour l'axe sur l'économie circulaire, on travaille avec l'École des arts et métiers l'ENSAM au Bourget-du-Lac. Alors le fait qu'on soit implanté ici en Savoie-Mont-Blanc, qui est un territoire naturel à préserver peut-être plus qu'ailleurs, est-ce que les chaires sont orientées justement dans cette idée de protection ? Oui, on est donc sur différentes chaires et projets qu'on peut soutenir, des projets de R&D dont j'ai parlé tout à l'heure, parmi les 50. On a des thématiques très proches de l'environnement, de la biodiversité. Donc dans les chaires, on a la chaire clé sur l'économie environnementale. Donc là, ça concerne directement ce sujet-là. Et puis c'est également un axe stratégique de la fondation. Donc bien sûr, on travaille dessus. Et dans les mécènes également qui vous soutiennent, on retrouve aussi des stations de ski, par exemple. Oui, par exemple sur la chaire tourisme durable, on va retrouver des stations de ski, mais aussi on a aussi des fondations comme la fondation Petzel ou la fondation EDF, et puis des membres fondateurs également qui peuvent réabonder sur certains projets en particulier ou sur un événement en particulier qui a beaucoup de sens pour eux. Et puis tant qu'on parle des mécènes, pour la chaire clé, donc qui est coportée avec Grand Annecy, on va retrouver des entreprises emblématiques comme MAPED, GRDF, Thermocompact, Energy Pool, également on a Pfeiffer Vacuum, Salomon et puis le MEDEF de Haute-Savoie qui sont mécènes spécifiquement de cette chaire-là. Des acteurs du territoire Savoie-Mont-Blanc. C'est ça. Est-ce que c'est ouvert à d'autres entreprises un peu plus loin et un peu plus éloignées ? Oui, c'est possible aussi. Sachant que la fondation de l'université reste très ancrée sur les deux territoires, comme je l'ai dit précédemment, mais c'est une fondation ouverte. Est-ce qu'on a des exemples, je dirais, de chaires abouties, des exemples concrets pour mesurer les retombées de tout ce travail de recherche ? Oui, on en a plusieurs, mais d'abord, peut-être qu'il serait intéressant que j'explique ce que sont les chaires partenariales, parce que c'est peut-être pas forcément la tasse de thé de tout le monde. Donc, comme ce sont des programmes de recherche qui sont structurants pour l'université et pour la fondation, puisqu'ils représentent de belles réussites d'interdisciplinarité. Aujourd'hui, et ce sont des projets qui ont une durée entre 3 et 5 ans et qui sont multipartenaires. Donc la richesse se fait par les parties prenantes qui sont très diverses et puis les chercheurs de talent qui sont à l'intérieur de ces chaires. Et donc aujourd'hui, on en a 7 qui gravitent tout autour des 3 axes stratégiques de la Fondation. Je les ai cités tout à l'heure. Et puis pour parler d'une chaire aboutie, la plus aboutie, c'est sur l'innovation ouverte et le management 4.0. C'est la plus avancée aujourd'hui puisqu'elle a démarré il y a 4 ans et aujourd'hui elle arrive à son terme. Et je peux donner un rendez-vous aux auditeurs pour la restitution des résultats de cette chaire et de l'incroyable travail des chercheurs de l'IREG, de l'Institut d'économie et de gestion. Le 15 février 2024, il y aura une restitution des travaux de ces 4 ans de chaire. Qui se fera ici à l'université ? Oui, c'est ça. Et puis la chaire clé aussi qui est à mi-parcours aujourd'hui. Et dans laquelle on peut avoir une thèse par axe dont vous parlera Aude tout à l'heure. Très bien.
Est-ce qu'on peut parler également, Sandra, des projets d'amorçage également? Oui, alors un projet d'amorçage, c'est un projet de recherche exploratoire qui est de faible maturité, à l'état de preuve de concept, on peut dire. Ce sont des projets qui sont issus des 18 laboratoires de recherche de l'université, que la Fondation soutient pour leur originalité, leur aspect innovant, et puis leur retombée sur le territoire et pour les entreprises, et puis pour l'université également. Je peux vous donner quelques exemples pour être un peu plus concret. En matière d'environnement, on a un projet qui s'appelle Plastilac, des chercheurs de l'université qui consiste à chercher les microplastiques dans les lacs. Et puis en déterminer la source et la quantité. Les lacs, je dirais, où on se baigne, les lacs alpins. Les lacs alpins. Et les lacs alpins. Les deux. Oui, les deux. En fait, il y a un comparatif entre les deux. Un autre sujet qui est complètement différent, on a soutenu, c'est un projet de la première heure soutenu par les membres fondateurs qui s'appelle Musical, qui concerne la musique et le handicap. Et en fait, ce projet qui a été soutenu en 2018 a donné lieu à une thèse qui aujourd'hui est en train de se terminer. Et c'est une thèse à la croisée entre psychologie et informatique avec des objets connectés. Et ça permet, conjointement avec des psychologues, de pouvoir diagnostiquer des troubles du spectre de l'autisme, par exemple. Avec des fréquences peut-être précises ou différentes qui ont été analysées? Je ne m'y connais pas tellement sur ce sujet. C'est l'objet d'un prochain épisode. Oui. Comment ça se passe si on veut présenter un projet d'amorçage, justement? Alors pour présenter un projet d'amorçage, donc ce sont des chercheurs de l'université qui peuvent aller sur notre site internet et télécharger un dossier qui se veut volontairement succinct mais qualitatif, d'un recto verso, ce qui peut changer la vie des chercheurs par ailleurs, ce à quoi ils sont habitués. Et puis ensuite, il y a une présélection par le comité par la direction de la fondation. Et puis ensuite passage au niveau de la gouvernance de la fondation avec une présentation orale des tenants et aboutissants du projet, avec un budget clair, une demande claire. Et puis dans l'objectif ensuite de pouvoir cranter sur un appel à projet pour lequel il ne serait pas suffisamment mature aujourd'hui. Et si je dois revenir sur un exemple de projet qu'on a pu soutenir, il y a également le projet Commun, qui est sur les communs fonciers, qui a donné lieu à la chaire Valcom aujourd'hui, qui est en phase de préfiguration. Voilà. Et puis, vous me parliez d'environnement tout à l'heure, et la Fondation de l'Université Savoie-Mont-Blanc a participé au financement de Ice and Life. Un projet dont certains ont peut-être entendu parler, qui est piloté par Jean-Baptiste Bosson du Conservatoire d'Espaces naturels de Haute-Savoie. Spécialiste des glaciologue. Glaciers, oui, c'est ça. Et donc aujourd'hui, il y a une publication de recherche co-signée avec des chercheurs de l'université qui a été publiée dans la revue internationale Nature. Et c'est pas fini. Tout à fait. Au mois d'août, je crois. Il y a eu pas mal de reportages d'ailleurs après cette publication. C'est ça. Quelles sont les autres activités, peut-être les événements qu'organise la Fondation? Oui, alors la Fondation a une activité de valorisation c'est une activité clé à la Fondation pour faire sortir les connaissances des laboratoires, si on peut dire ça comme ça. Okay. Et pour ce faire, on organise un événement phare qui s'appelle le Hub Innov, dont les entreprises, les institutions peuvent être mécènes directement pour le volet prospectif en fait. Et en général, ces Hub Innov débouchent sur des cercles d'innovation prospective qui sont des questions plus précises avec des experts qualifiés pour évaluer un futur possible ou non sur ces questions-là. La prochaine édition aura lieu le 11 avril. Il faut noter la date. Avril. Oui, c'est ça. Cet événement a à chaque fois un format différent et original. Et l'objectif d'un Hub Innov, c'est d'éveiller la curiosité et puis aussi de découvrir les pépites qui se cachent à l'intérieur de l'université. Ça permet aux acteurs, le triptyque des acteurs, donc collectivités, entreprises et chercheurs académiques, de se rencontrer, de phosphorer et puis surtout de sortir de la routine pour réfléchir en fait à des sujets de demain. Bien sûr. Voilà. Il y a les autres événements, les activités, il y a les masterclass par exemple. Oui, donc là ce sont des événements issus des chaires. La dernière en date, c'était celle de la chaire clé sur la sobriété, animée par Aude GRDF et puis Energy Pool, les mécènes de la chaire.
qui était très très intéressante. Donc là, Pool, en 2 mots, vous pouvez nous présenter Energy Pool peut-être? Oui. GRDF, on connaît. Oui, forcément. Energy Pool, c'est une entreprise Energy qui Pool fait de Moi. la flexibilité énergétique. De consommation électrique, Voilà, c'est ça. qui anticipe les besoins. C'est ça? Oui, c'est ça. Et en fait, et qui permet, les pics de charge. c'est ça, qui anticipe les pics de charge et qui permet de pouvoir ne pas se retrouver dans le rouge en fait. Ouais. Voilà. Et donc ces masterclass, ce sont des cours en fait. C'est pas mal d'informations descendantes, même si pendant la masterclass sur la sobriété énergétique, il y a eu beaucoup d'échanges. Et puis c'est à une ou plusieurs voix sur un sujet vraiment d'actualité, un sujet d'une chaire. Et puis les sujets de ces masterclass sont discutés avec le comité de pilotage, la gouvernance de la chaire. Et puis un autre événement qu'on organise de manière régulière, ce sont les ateliers de réflexion thématique. Le dernier qui a eu lieu, c'était aussi sur la chaire clé, sur le cycle de vie des matières plastiques avec les experts chercheurs de l'ENSAM. Voilà, ça a eu lieu chez MAPED. Il y a des associations avec lesquelles vous collaborez également, des associations du territoire, comme l'association ID, Solucir, le réseau Green. Comment se passe ce partenariat? Alors concrètement, on participe aux instances des uns et des autres, on partage les informations. Dans le cas de ID, la fondation est membre du comité scientifique et du conseil d'administration. Donc l'idée, c'est de pouvoir échanger nos informations, nos événements, les connaissances pour pouvoir mutualiser au sein de nos réseaux respectifs qui sont concernés par les mêmes thématiques. L'échange d'informations est primordial. Oui, bien sûr. Donc oui. par exemple, on a aussi des pôles de compétitivité qui peuvent être des partenaires de la fondation. Par exemple, on a Indura, qui était un cluster et qui est passé pôle de compétitivité, mais aussi on travaille avec les CCI, par exemple, pour être au plus proche des besoins du territoire. Très bien. Comment est financée la fondation? Par les 18 membres fondateurs que j'ai mentionnés tout à l'heure, qui s'engagent pour une durée de 5 ans. Et également par nos mécènes, les 46 mécènes que j'ai mentionnés tout à l'heure, qui soutiennent des projets particuliers ou nos événements. Est-ce qu'on peut, Sandra, vous aider, faire des dons, du mécénat justement, pour soutenir la fondation? Oui, alors il y a plusieurs moyens pour ça. Être un membre fondateur pour 5 ans. Le prochain cycle arrive à son terme en 2025. Fin 2025. Donc, on invite toutes les entreprises qui souhaitent s'engager pour développer l'innovation par la recherche académique sur le territoire à nous rejoindre pour ça. On a besoin de toutes les forces vives. Et puis également, on peut être mécène sur un projet en particulier, un projet de chaire, un projet d'amorçage qui nous plaît. Donc, il y a le mécénat financier, mais il y a également le mécénat de compétences. Donc là, on travaille avec plusieurs institutions pour du mécénat de compétences dans des projets en particulier. Et puis également, on reçoit pas mal de dons ponctuels sur notre page Hello Asso, en fait, dont vous trouverez le lien sur notre site internet. On peut peut-être préciser qu'en matière de mécénat, les entreprises ont une défiscalisation à peu près de 60%. Oui, c'est ça, exactement. Ça aide aussi, ça motive. Ça motive, puisque la fondation est de mission d'intérêt général. Donc il y a possibilité de défiscaliser tous les dons à hauteur de 60%. Très bien, message reçu. On trouve toutes ces informations sur le site web de la fondation, www.fondation-usmb.fr, le compte LinkedIn et la chaîne YouTube où il y a pas mal de vidéos et d'informations également. Oui. Alors quel message, c'est un peu la tradition sur Rouge et Blanc, en fin d'interview, quel message vous souhaitez faire passer à nos auditeurs, Sandra ? Eh bien, chers auditeurs, je vous invite à rejoindre ce beau collectif pour permettre l'innovation par la recherche universitaire sur notre territoire. C'est un projet qui a vraiment du sens. Un message reçu en tout cas. Merci Sandra. Merci Thierry. Je vois que Aude a écouté avec beaucoup d'attention la déclaration et ce que nous a dit Sandra. Aude, ça fait combien de temps que vous êtes ici à la Fondation Savoie-Mont-Blanc ? Alors, si on compte la préfiguration de la chaire clé, ça fait bien 4 ans. Merci Sandra. Vous enseignez régulièrement, naturellement. Alors, par contre, sinon, je suis professeure en sciences économiques à l'université Savoie-Mont-Blanc et ce depuis 2006. Voilà.
entre-temps. Donc, auparavant, j'ai été professeur assistant à l'université en sciences économiques aussi, HEC Lausanne. Et puis, entre 2014 et 2017, j'étais en poste à City University of Hong Kong. Voilà. D'accord, vous êtes également conseillère scientifique à France Stratégie, je crois. Exactement, et dans ce cadre, j'ai pu participer aux travaux sur la valeur de l'action pour le climat, donc la commission Quinet, ainsi que sur les coûts d'abattement, la commission Criqui. Et plus récemment, les conclusions ont été rendues en mai 2023, les incidences économiques de l'action pour le climat, c'est-à-dire la commission Pisani-Ferry-Mahfouz. Vous êtes vraiment spécialisé dans ce domaine, je dirais l'économie environnementale. Exactement, économie de l'environnement, économie de l'énergie. Récemment, je me suis vraiment intéressée à tout ce qui était transition énergétique. Donc j'ai étudié les conséquences microéconomiques et macroéconomiques de l'intermittence des renouvelables, mais aussi des matériaux critiques qui sont nécessaires pour les infrastructures de ces ressources renouvelables. J'ai aussi mis en évidence un surcoût important pour les finances publiques, mais aussi pour le bien-être des gens, d'un financement qui aurait lieu par subvention plutôt que par taxe. C'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer de privilégier un financement par taxe que par subvention. Pourquoi ? Et parce que c'est une façon assez inefficace en fait de financer la transition à partir du moment où on fait des subventions. On va pas donner exactement les bonnes incitations aux agents. Alors évidemment, on sait que la taxe pose aussi plein de problèmes, en particulier en matière d'acceptabilité, et qu'on peut pas la faire toute nue, qu'il faut l'accompagner avec des politiques de redistribution en particulier qui viseraient les ménages les plus défavorisés. Plus récemment, je me suis intéressée aux liens entre transition énergétique et biodiversité. Voilà, il y a des liens évidents entre climat et biodiversité. Et puis, une fois que j'ai ouvert la boîte de Pandore d'une certaine façon de la biodiversité, je pense que c'est vraiment un terrain de jeu très intéressant pour les économistes et pour le futur. Merci Aude. On va parler peut-être plus précisément justement de la chaire clé dont vous êtes la responsable scientifique. Pourquoi cette chaire et quel est son but et à quoi est-elle destinée ? Alors c'est un moyen fabuleux de financer de la recherche académique. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est que c'est réellement de la recherche académique qu'on peut réaliser. On est très protégé, notamment grâce à des personnes comme Sandra. Ça nous permet de financer donc des thèses qui, dans le cadre de la chaire clé, on s'inscrivent dans les 3 axes de la chaire. Donc le premier axe, c'est l'axe relatif à la transition énergétique. On s'intéresse en particulier aux conséquences pour les émissions de gaz à effet de serre du télétravail. Donc évidemment, en premier ordre, on se dit on n'utilise pas sa voiture, on émet moins, mais il y a plein d'effets a priori de second ordre, mais qui pourraient être significatifs qu'il faut prendre en compte. Si on n'est pas sur son lieu de travail, on est chauffé, mais de façon individuelle. Ensuite, ex-ante, les décisions qui vont être prises de localisation du lieu de travail par rapport à l'habitat vont être impactées aussi. Les décisions d'acquérir un véhicule électrique plutôt qu'un véhicule thermique aussi. Et donc, c'est toutes ces conséquences pour les émissions à gaz à effet de serre qu'il faut prendre en compte. Et c'est absolument pas, c'est absolument pas trivial. Et c'est très intéressant de réfléchir à ça dans le cadre de la thèse. Et bien sûr, c'est des réflexions qui intéressent dont les conclusions vont intéresser les entreprises du territoire pour justement les aider à avoir une politique efficace en matière de télétravail. Alors justement, quels sont les liens avec les entreprises du territoire ici de la région ? Donc les entreprises jouent un rôle de mécène. Voilà, et après ça, on est absolument libre de réfléchir à nos sujets de recherche et à les appréhender de la façon dont on le souhaite. Mais c'est aussi une source d'inspiration, c'est-à-dire qu'on a régulièrement des interactions avec ces entreprises. Et il y a un exemple récent que j'aime beaucoup. En tant que chercheur, on réfléchit beaucoup à un instrument qui vient d'être mis en place au niveau européen, qui est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Alors les questions qu'on se pose, c'est est-ce que vraiment ça va permettre de réduire les fuites de carbone ? Donc peut-être pour mémoire, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, ça consiste à taxer les émissions qui rentrent dans l'Union européenne de façon à essayer de rétablir la compétitivité entre les entreprises européennes qui, elles, ont à payer un prix du carbone dans le cadre du marché européen des permis d'émission, et puis les entreprises hors de l'Europe qui, elles, n'ont pas à payer ce prix du carbone. Donc elles ont à la place à payer ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Et donc les économistes réfléchissent beaucoup à l'efficacité de ce mécanisme, mais en interagissant avec les entreprises, en leur expliquant qu'on réfléchissait à ça et sans vraiment
pensaient que ça pouvait les intéresser d'un point de vue pratique, on a observé qu'elles savaient très mal comment s'emparer de cet instrument. En particulier, donc, est-ce que c'est le service achat qui doit les regarder? On était en interaction avec un service environnement qui disait moi, je vois pas très bien comment m'en emparer. Et puis, ça pourrait être aussi les contrôleurs que ça pourrait intéresser. Donc, en fait, on s'est rendu compte que on réfléchissait à certaines choses à un certain niveau pour le MACF, mais que ça posait aussi des questionnements qui étaient assez intéressants au niveau des entreprises. Des entreprises qui manquent d'informations, peut-être. Il y a un manque d'informations, de formation, peut-être, à leur niveau, sur toutes ces dispositions. Oui, il y a certainement, les dispositions, les politiques publiques leur arrivent, c'est toujours forcément une approche relativement top-down, et donc elles doivent ensuite s'ajuster le mieux possible. Et c'est vrai que les chercheurs peuvent parfois apporter de la formation qui peut certainement leur être utile. Notamment, je le vois, c'est très criant, je pense, dans le cadre des masterclass, qui sont aussi en fait un lieu très intéressant pour échanger et voir quels sont leurs questionnements, quelles sont les choses dans notre approche qui leur paraissent compliquées, voilà ce qu'on pourrait éventuellement approfondir. Vous avez un rôle à jouer, je dirais, au niveau de l'information, la sensibilisation. Bah oui, j'espère. C'est une des missions aussi de notre chaire clé, voilà. Peut-être, avant qu'on perde le fil, j'aimerais revenir sur les 3 axes de la chaire, puisqu'on a beaucoup développé sur le premier qui était la transition énergétique et le télétravail. Le second est relatif à l'économie circulaire. Et on s'intéresse en particulier aux conflits d'usage dans le cadre de cette thèse. Alors l'exemple qui est assez parlant est relatif au verre, c'est-à-dire qu'il y en a des injonctions contradictoires d'une certaine façon qui consistent à installer des grosses infrastructures pour recycler le verre et en même temps on nous demande de le réutiliser. Et donc évidemment, si on le réutilise, on ne fait pas fonctionner les infrastructures de recyclage. Donc c'est ce genre d'arbitrage à faire et de raisonnement en vue d'améliorer l'efficacité des politiques publiques qui est à l'étude dans cette axe de recherche. Et le dernier concerne les nouveaux modèles économiques. Et il a vraiment été réfléchi conjointement avec notre membre fondateur qui est le Grand Annecy. Et l'idée est de réfléchir au métabolisme territorial du Grand Annecy, c'est-à-dire tous les flux entrant et sortant du territoire, qu'ils soient physiques, qu'ils soient de personnes ou qu'ils soient financiers. Et l'objectif est d'essayer de traquer d'éventuelles inefficacités, des choses qui sortent et qui rentrent alors qu'on pourrait simplifier tout ça, ou peut-être simplement de prendre conscience de l'existence de certains de ces flux, l'objectif étant toujours une aide à la politique publique. Je voudrais juste préciser que pour un chercheur, quelque chose de très précieux, ce sont les données. Et pour pouvoir faire une thèse du type du métabolisme du Grand Annecy, les chercheurs ont besoin de données sur les flux énergétiques, sur les déchets, sur différentes choses en fait, et qui sont pas forcément très faciles d'accès. Il y a des grands fichiers d'open data qui existent, mais du coup, mais il faut pouvoir les trouver, savoir où ils sont et qui les porte et qui les amende et pouvoir en faire quelque chose derrière. Donc il y a un travail de fourmi derrière. Oui, se livrent facilement à donner des informations sur leur comportement aujourd'hui ? Alors, ça me permet de revenir sur l'un des intérêts aussi de fonctionner avec la Fondation dans le cadre de cette chaire, c'est que ça nous a aussi permis de financer des enquêtes. Lors desquelles, justement, on interroge les gens sur leur comportement et ça permet de financer des grosses enquêtes. On va réussir à avoir des 10 000 réponses dans le cadre de l'enquête qui est actuellement menée, dans le cadre de l'axe 1 qui concerne le télétravail. Et cependant, donc là, on essaie d'avoir une enquête qui est très représentative du territoire. Et cependant, on a, grâce à nos échanges avec les mécènes aussi, probablement des données qui vont nous être fournies spontanément parce que ça intéresse les mécènes et qu'ils nous ont dit mais nous on a des choses sur le télétravail à l'intérieur de nos entreprises et donc on peut très largement partager ça avec vous. Donc vous allez collecter toutes ces données et après les analyser naturellement. Ça se passe concrètement comment ? Alors, en ce qui concerne l'axe dont on parle, on a commencé avec un modèle théorique pour essayer d'analyser toutes les réactions dont je parlais précédemment avec le télétravail, c'est-à-dire le fait qu'on n'aura plus à se déplacer pour aller sur le travail, mais que ça va modifier nos choix de voitures thermiques, électriques, nos choix de localisation, de distance entre le lieu de travail et la maison. Et ensuite, on va essayer de valider les conclusions de ce modèle en regardant ce qui ressort des données, c'est-à-dire si les conclusions du modèle
sont cohérentes avec l'image qu'on a actuellement et que nous donnent les données. Et si tel est le cas, alors donc si tel n'est pas le cas, ça nous donne des pistes pour améliorer le modèle. Si tel est le cas, ça nous permet ensuite d'utiliser le modèle pour faire du prospectif. C'est-à-dire de se dire, c'est comme ça que les choses marchent. Maintenant, si on change quelque chose, si par exemple on fait ce qu'on appelle un choc de politique publique, on l'intègre dans notre modèle et notre modèle va nous dire comment est-ce que les agents vont réagir et comment est-ce que l'économie va réagir à ce choc de politique publique. Est-ce que le télétravail entraîne des changements de comportement puisqu'on travaille chez soi ? Exactement. Donc les différents comportements qu'on étudie, c'est exactement le fait qu'on va se chauffer de façon individuelle plutôt que de profiter du chauffage de l'entreprise. Ça, c'est vraiment un point important qui est peut-être le premier qui arrive en tête, mais aussi que comme on va moins se déplacer, peut-être que ce sera moins grave de garder sa voiture thermique même si les incitations aux véhicules électriques augmentent. Et donc ça va avoir aussi un effet pervers. Peut-être que ça va ralentir le passage aux véhicules électriques. Et par ailleurs, on a des agents qui pourront décider d'habiter très loin de leur lieu de travail et finalement faire des trajets qui resteront relativement importants. Et on voit maintenant qu'on a aussi un autre effet pervers, pas tant en termes d'émissions que ça, mais on a un espèce de retour de bâton, c'est-à-dire que les entreprises commencent à trouver que le télétravail, il y a probablement un optimum, mais qu'on est allé peut-être trop loin, et qui se retrouvent coincés parce que les agents ont décidé d'habiter très loin et en fait ne peuvent plus travailler sur place dans l'entreprise autant qu'auparavant. Et quand pourrons-nous mesurer tous ces effets, tous ces résultats en fait de la chaire ? Les résultats sont attendus pour Alors pour à peu près la fin de la chaire, c'est-à-dire que la durée de la chaire a aussi été calibrée sur la durée habituelle d'une thèse, qui est de 3 à 4 ans, une thèse en économie. Donc voilà, la thèse qui concerne le télétravail a commencé il y a 1 an, donc on attend ses résultats dans 2 ans. Très bien. Alors, en préparant cette émission, vous m'avez demandé de parler aussi de la biodiversité, puisque c'est le thème de Rouge et Blanc, et vous voulez nous parler du climat et de la biodiversité, qui peut être le thème d'une future chaire, justement. Oui, tout à fait. Donc, les chaires ont une durée de vie finie, mais lors de la dernière année de vie de la chaire, on commence à réfléchir à ce qui pourrait être éventuellement fait dans le futur, si cela intéresse toujours les mécènes de financer cette chaire. Et pour cela, on fait des ateliers thématiques qui sont un peu exploratoires, lors desquels on discute entre chercheurs et aussi avec les entreprises du territoire de ce à quoi il serait intéressant de réfléchir ensemble dans le cadre d'une autre version, édition, voilà, c'est le mot que je cherchais, édition de la chaire. Pour connaître leurs besoins, en fait. Voilà, c'est ça. Ou pour qu'ils suscitent des idées qu'on aurait pu ne pas avoir, puisque vraiment on choisit nos sujets de recherche de façon complètement libre. Et donc dans ce cadre, comme je le disais tout à l'heure, on a vraiment maintenant conscience d'un lien entre climat et biodiversité, c'est le premier point. Et ensuite, du champ des possibles qui s'ouvre aux économistes pour l'étude de la biodiversité, en fait, qui est très en retard par rapport à tout ce qu'on a pu faire pour le climat. Donc les liens entre climat et biodiversité, donc ils sont bien illustrés par l'exemple des zones humides et des tourbières, donc qui représentent seulement 6% de la surface terrestre, mais qui contiennent 35% du carbone terrestre mondial. Et donc, on a des institutions comme la Convention sur la diversité biologique qui nous disent que si on améliorait la gestion des zones humides, eh bien, ce serait une façon très efficace de lutter contre le changement climatique. Donc, on a ces zones humides qui donc absorbent énormément de gaz à effet de serre, mais en même temps qui vont être dégradées par un réchauffement climatique. Donc, on voit qu'on a des dynamiques complexes entre les deux et qui sont donc très intéressantes à prendre en compte par les économistes. Et clairement, les politiques publiques à destination de la biodiversité et du climat doivent être réfléchies conjointement et non pas de façon disjointe. Des zones humides qui sont en voie pas de disparition, mais il y en a de moins en moins. Ah voilà, à cause du réchauffement climatique. Absolument. Donc on voit en fait cet effet un peu circulaire où on a le réchauffement climatique qui affecte les zones humides, alors que les zones humides, pour façon de nature, à absorber les gaz à effet de serre. Donc on voit que les deux choses doivent être vraiment étudiées conjointement. On a aussi les compensations carbone qui arrivent un peu dans l'image.
Et donc on voit, ça a aussi beaucoup intéressé les économistes, parce qu'on a des problèmes d'additionnalité, par exemple, c'est-à-dire quand on fait quelque chose, quand on reforeste, par exemple, ou quand on favorise le développement d'une forêt, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui n'aurait pas été fait en l'absence d'action volontaire qui correspond à la compensation? Par ailleurs, comment est-ce qu'on mesure cette additionnalité? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on prend comme référence? Si on n'avait rien fait, comment la forêt, par exemple, aurait-elle évolué? Et donc ces 2 points sont vraiment cruciaux pour essayer de mesurer correctement la compensation. On a aussi, pour les économistes, des problèmes qui sont intéressants parce que, en général, cette compensation, elle est limitée dans le temps. C'est-à-dire que les arbres sont pas nécessairement là pour toujours. Donc c'est une séquestration qui est temporaire. Et donc comment est-ce qu'on prend en compte cette temporalité qui existe, hein, on va la voir pendant un certain temps, mais pas nécessairement pour toujours. Donc voilà, ce sont des sujets climat-biodiversité, donc un peu à la charnière entre les deux, qui intéressent les économistes. Et puis sinon, juste biodiversité pure, on a des problèmes de valorisation qui sont importantes. Donc on a toute une liste en fait de valeurs qui sont liées à la biodiversité. On a l'IPBS, dans l'Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Service, qui a essayé de distinguer 3 types de valeurs. Donc, a essayé de simplifier les choses, mais vous allez voir, c'est pas si simple que ça. On a les valeurs qu'on dit instrumentales, qui sont vraiment liées à l'utilisation de la biodiversité, le fait qu'on l'exploite, quelque part. Le second, c'est les valeurs relationnelles, qui mettent l'accent sur notre relation à la nature, donc appartenance, identité, sentiment de bien-être. Et puis, il y en a une troisième, qui s'appelle valeurs intrinsèques, qui suppose que ces entités naturelles, elles ont une valeur en elles-mêmes, qui est complètement disjointe de tout jugement humain. Donc c'est quelque chose qui a encore une autre dimension et qui est encore plus compliqué quelque part à appréhender. Donc on voit que comme c'est difficile, et par ailleurs, un autre problème qui se pose avec la biodiversité, c'est que c'est extrêmement hétérogène. Comment est-ce qu'on prend en compte les fleurs, les chauves-souris, l'eau, enfin voilà, c'est des choses qui ont des dimensions complètement différentes. Et donc il y a des tentatives de mesures qui sont faites. Par exemple, par Carbone 4 et CDC Biodiversité, qui s'appelle le MSA, donc le Mean Species Average, qui essaie en fait d'avoir une mesure un peu unifiée des services écosystémiques ou de la biodiversité, qui va se mesurer en kilomètres carrés équivalents vierges. C'est-à-dire que quand on a une surface qui est un petit peu détériorée, on va la transformer en kilomètres carrés équivalents vierges. En vous écoutant, Aude, on a l'impression que tout s'accélère parce qu'on a pris du retard. En fait, on n'est pas parti suffisamment tôt pour justement tous ces problèmes de changement climatique et de transition climatique. Alors certainement, mais il ne faut pas non plus en avoir particulièrement peur. Enfin, on a des moyens d'action et une façon peut-être d'ailleurs d'avoir le moins peur possible, c'est d'être dans l'action et de faire des choses. Exactement. Et quelque part, le climat, il est presque, entre guillemets, sous contrôle, au moins d'un point de vue conceptuel. C'est-à-dire, on sait ce qu'il faudrait faire, on sait comment on pourrait s'y prendre. Il faut juste, entre guillemets, ne pas trop traîner, et puis que les choses puissent effectivement être mises en place. Pour la biodiversité, c'est une autre dimension. Enfin, là, pour le coup, on a vraiment un train de retard, ce qui ne veut pas dire que c'est nécessairement catastrophique, mais on a l'impression que maintenant, il va falloir commencer à y réfléchir aussi bien et autant qu'on l'a fait pour le climat. Parce que tout est lié, en fait. Oui. Tout est lié, mais il faut de nouveau pas essayer de se laisser trop perdre par cette complexité et par du pessimisme. Alors, quel sera le contenu, justement, de cette future chaire dédiée à la biodiversité ? Alors, la chaire ne serait pas intégralement dédiée à la biodiversité. On y réfléchit pour que peut-être ça constitue un de nos axes. Mais de nouveau, mettons pas la charrue avant les bœufs. On a un atelier thématique qui est prévu sur le sujet. On va échanger. Tout est ouvert. Et puis, on a d'autres ateliers thématiques qui sont prévus, notamment autour du plastique, qui a l'air d'être aussi un point qui est important, qui peut d'ailleurs avoir des conséquences quelque part sur la biodiversité. C'est une autre façon de la récupérer, mais on ne sait pas du tout. Peut-être qu'elle sera dédiée intégralement à la biodiversité, mais pour l'instant, rien n'est absolument... C'est en phase d'identification des thématiques. Exactement. On parlait tout à l'heure donc de valeur. Comment on arrive à mesurer la valeur dans la thématique de la biodiversité ? Oui, alors, on commence à avoir des mesures très imparfaites,
pour la biodiversité, juste pour essayer d'avancer. Donc c'était le MSA dont je parlais tout à l'heure, le Mean Species Average. Mais une fois qu'on a cette mesure, en fait, c'est la première étape pour essayer de donner une valeur à la biodiversité. Donc il existe déjà beaucoup de valeurs, mais elles sont très hétérogènes. Il y en a qui ont été élaborées au niveau international, il y en a qui ont été élaborées au niveau français, mais elles sont très difficiles à utiliser justement parce qu'elles sont très diverses. Concrètement, on mesure quelle valeur et où est le curseur de la valeur? Quelle est l'unité de valorisation? Alors, on peut avoir différents types de valeurs, et notamment, tout à l'heure je parlais de valeurs intrinsèques, on voit bien que ça va être compliqué de mettre des euros en face. Cela dit, pour sensibiliser quelque part à la fois les agents et puis les pouvoirs publics à la biodiversité, c'est quand même en général très parlant quand on arrive à mettre des euros en face. Mais oui, c'est pour ça. Voilà. Donc l'objectif est... l'un des objectifs, c'est probablement pas la seule chose qu'il faille faire avec la biodiversité, mais ça peut être intéressant d'essayer de mettre des euros en face de la valeur de la biodiversité. Est-ce que le monde du vivant a plus de valeur que la faune et la flore, par exemple? Alors, ça c'est un autre problème qui est posé, c'est-à-dire que quand on commence à mettre le doigt dans l'engrenage des écosystèmes et de la biodiversité, il y a beaucoup de choses dont on ne pourrait pas se passer du tout en réalité. Et donc, si on commence un raisonnement comme ça, quels sont les bénéfices apportés par certains éléments de la biodiversité. Si on raisonne dans ce sens-là, on est très vite coincé parce que quelque part c'est infini. Une fois qu'on a dit que ça a une valeur infinie, on n'a pas beaucoup fait avancer le problème quelque part. Donc une bonne idée consiste probablement à prendre le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire combien ça coûte de préserver la biodiversité. D'accord. Si on commence à regarder du côté des bénéfices, on est tout de suite coincé. Donc une autre façon de prendre le problème consisterait à s'intéresser au côté des coûts. Et donc c'est là qu'on récupère aussi un lien avec l'approche climat. C'est-à-dire que par exemple en France, quand on a calculé la valeur de l'action pour le climat, ce qu'on a fait, c'est se donner un objectif. On a un objectif qui est de ne pas dépasser un réchauffement de 2 degrés. À cet objectif, on peut faire correspondre ce qu'on appelle un budget carbone pour la France. C'est-à-dire que la France, elle a encore un certain nombre d'émissions qui peuvent avoir lieu, et puis après, il faudra arrêter net. D'accord. Eh bien, on peut avoir le même... Et donc, face à ça, une fois qu'on avait cette quantité, on a un crédit de départ. Voilà, on a un crédit de départ, et on a des technologies qu'on connaît, des technologies qu'on ne connaît pas encore bien, qui ne sont pas encore complètement matures, mais sur la base de nos connaissances, après, on calcule combien ça va coûter de respecter cet objectif de budget carbone. Et c'est comme ça qu'on a obtenu la valeur de l'action pour le climat, telle que ça a été fait dans la commission Kiné, qui au passage est aux alentours de 130 € par tonne de CO2 actuellement. Et donc l'idée, ce serait de se poser la même genre de question avec la biodiversité, en se disant, on veut absolument préserver ce montant de biodiversité. Donnons-nous un objectif politique, tout comme le 2 degrés est un objectif politique, d'accord? Parce que pourquoi 1,9 ou 2,1? Donc c'est un objectif politique qui parle, qu'on comprend, qui est rationnel et qui est validé, qui a une légitimité politique. Donc essayons de trouver aussi un objectif qui ressemble à ça pour la biodiversité. Et en fait, on a déjà la Convention pour la diversité biologique qui a proposé certains objectifs, qui peuvent servir de base de réflexion. Et posons-nous la même question. Combien ça va coûter d'atteindre ces objectifs en termes de biodiversité? Et ça, c'est une autre façon de récupérer une valeur qui permet de contourner le problème des bénéfices et qui permettrait, peut-être de faire avancer un peu les choses du côté de la biodiversité. Alors de nouveau, on va avoir des problèmes d'hétérogénéité, donc ça va sûrement être une mesure tout à fait imparfaite, qui aura peut-être pour seul mérite d'exister et qui demandera à être confrontée avec des approches qui seront beaucoup plus bottom-up, comme on a l'habitude, c'est-à-dire de regarder les choses plus précisément, de compter les chauves-souris, comme je dis, et de voir si tout ça est cohérent et permet effectivement d'avancer. Dans le futur, quand est-ce qu'on pourrait compter sur ce genre de mesures, justement, pour vous? Quelle est l'échelle temps? Alors, on n'a pas encore de chaire sur le sujet, on n'a pas encore de thèse commencée sur le sujet, donc je pense que c'est pas pour tout de suite. Je sais que les Anglais réfléchissent aussi à une approche qui est similaire à celle-là, donc ça va peut-être accélérer un peu les choses. Mais pour l'instant, c'est vraiment à l'état de réflexion. Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus avancés que d'autres dans ce domaine, justement, de réflexion?
Pas tellement, voilà. À ma connaissance, donc les Anglais commencent à réfléchir de cette façon-là. Par ailleurs, il n'y a pas de consensus, donc c'est pas sûr que tout le monde soit convaincu que ce soit la bonne façon d'appréhender le problème. Comme je disais tout à l'heure, voilà, pour le climat, on a les choses relativement bien cadrées du point de vue de la réflexion, et il n'y a pas grand-chose qui se passe du point de vue politique publique. Et donc quelque part, biodiversité, on est un stade derrière, c'est-à-dire qu'on en est à la réflexion, on essaie de monter le cadre et de comprendre comment est-ce qu'il faut appréhender le problème. Et la politique publique, ce sera encore une autre paire de manches quelque part. Mais peut-être qu'on aura appris du climat entre-temps. On va pas parler de politique, On va rester positif. Aude, pour conclure cet épisode, quel serait le message que vous souhaiteriez faire passer à nos auditeurs ? Eh bien que la biodiversité, c'est le nouveau climat, ou en anglais, biodiversity is the new climate. J'ai vraiment l'impression que la biodiversité s'inscrit dans les développements qui ont eu lieu pour le climat, que c'est vraiment une piste d'avenir de réflexion pour les économistes, et donc dans une étape suivante pour la politique publique. Merci beaucoup Aude, et puis rendez-vous prochainement pour la chaire biodiversité sur Rouge et Blanc qui prendra tout son sens. Merci à toutes les deux mesdames, à très bientôt, merci. Merci beaucoup.